En Israël, à Jérusalem, Lior a 22 ans. Elle est juive orthodoxe moderne. Elle vit très religieusement, mais tout en s'adaptant à son époque. Venez faire une story. Dans quelques jours, sa vie va changer. Elle va se marier. Allez, Lior! Je veux qu'on voit mes cheveux. Lior rigole, minaude et prend des selfies. Aujourd'hui, avec ses amis, elle fête son enterrement de vie de jeune fille. Je vois rien. Pourtant, au programme, pas de fête, de bar ou de cadeaux. Waouh, il y a beaucoup de monde au mur. Le groupe de copines va prier dans le lieu le plus saint de la religion juive. Ah, on est jeudi. C'est un jour de prière. Au mur des lamentations. La tradition veut que l'on y dépose un vœu, noté sur un petit papier. On ne peut pas dire nos vœux, c'est un secret. Mais bon, on sait très bien ce qu'on souhaite toutes. Mariage pour nous et enfant pour Lior. Enfin, si Dieu veut. Les juifs orthodoxes modernes comme Lior représentent plus de 30% de la population. Ils aspirent à une insertion complète dans la société, tout en respectant scrupuleusement les règles religieuses. Dans quelques jours, Lior épousera un garçon très pratiquant qu'elle a rencontré à un mariage. Tu as attendu combien de temps pour te marier? 3 mois. C'est très court, non? Pour moi, c'était une éternité. Parce qu'on ne peut pas se toucher, on ne se parle pas, on ne vit pas ensemble, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça. Et au final, tu attends pour rien. Si tu as décidé de te marier, alors pourquoi attendre un an pendant lequel tu ne peux rien faire ensemble? Un homme et une femme qui ne sont pas mariés ne peuvent même pas se prendre la main comme ça. Se tenir la main, s'embrasser et même s'effleurer sont strictement interdits chez les juifs orthodoxes, même modernes. Et avant d'espérer pouvoir toucher son futur mari, il reste une étape importante. Lior doit procéder au mikvé, un bain rituel obligatoire et très intime pour la jeune mariée. J'ai chaud et j'ai froid en même temps. C'est le stress et l'excitation ensemble. Un moment rare que nous avons eu l'autorisation de suivre. Elle est accueillie avec tous les honneurs par la responsable du lieu. Félicitations à notre magnifique mariée. Merci beaucoup. Le mikvé est réservé aux femmes. Elles doivent l'effectuer la veille de leur mariage, puis chaque mois après les règles, qui sont considérées comme impures par les juifs orthodoxes. Faut que je me lave les cheveux et que je fasse une natte jusqu'au mikvé parce qu'il ne faut pas qu'il s'en mêle. Je dois faire coton-tige, bien les oreilles, les yeux. Et il faut qu'en dessous des ongles, il soit propre. Lior a immigré de France en Israël il y a 15 ans. Sa maman Muriel l'accompagne. C'est un véritable rite de passage, où la jeune fille devient femme. De mère à fille, Muriel lui donne quelques conseils. Très difficile. Viens, maman. Sans ce rituel de purification, Lior ne peut pas se marier. La cérémonie se fait en présence de la responsable. Le mikvé est une immersion dans un bain sacré à base d'eau de pluie. Lior doit se tremper nue tout en récitant des prières. Si elle respecte ces étapes, elle obtiendra le certificat qui lui permettra de se marier. Aux yeux de la loi hébraïque, elle émerge, femme, bientôt épouse. Israël est un pays jeune, créé il y a seulement 73 ans. Il a connu un développement sans précédent. Dans cet État à majorité juive, religion et vie civile ne font qu'un, jusque dans la vie privée des Israéliens. Ici, seul le mariage religieux est reconnu, et il est grandiose. 1, 2, 3, on casse.
L'union civile n'existe pas. Les mariages des couples athées, gays ou interreligieux sont impossibles. On ne choisit pas qui on aime. Ils sont obligés de se marier en dehors de leur pays. Chaque année, 20 000 Israéliens font ainsi l'aller-retour sur l'île de Chypre. Chypre, c'est vraiment l'île de l'amour. Israël détient le record de natalité des pays industrialisés. Avec en moyenne 3 enfants par femme, c'est presque le double de celle de la France. Ici, avoir des enfants est une véritable stratégie géopolitique. Il y a une très grande concurrence en Israël entre l'arabe et le juif. Et pour avoir une famille nombreuse, les Israéliens sont prêts à tout. Ils ont même recours à des thérapies, avec des coachs sexuels. Ici, c'est légal. Personne n'avait jamais touché son pénis. Jamais. Les Israéliens sont libérés. Ils perdraient en moyenne leur virginité à 16 ans et demi, 2 ans avant les Français. On est toutes sexy ce soir. Dans ce pays qui fait en permanence le grand écart, une partie des jeunes reste profondément traditionnelle. De base, on se couvre la tête, les femmes mariées, que la beauté des cheveux, elle reste pour le mari. Mais certaines femmes religieuses se battent pour avoir les mêmes droits que les hommes. Honte à vous, dégagez! Il va y avoir du sang au mur des lamentations. Plongés dans l'intimité d'un pays déchiré entre conservatisme et soif de liberté. Hier, une femme à présent. Un peu plus loin, dans la banlieue de Jérusalem, Qu'il se passe quelque chose. Une femme à présent. c'est la veille du grand jour pour Lior. Une fille à marier, mon Dieu, quel souci. Fabrice est heureux, car demain, il marie sa fille. L'heure est aux dernières retouches. Et le stress monte un peu. Et 1 et 2. Non, c'est quoi cette marche de merde? C'est la marche. On a 2 pieds, on marque 2 pieds, on fait pas des arrêts entre chaque marche. Voilà, on y va, on reprend. Je crois que je me rends pas compte que c'est demain. Oh, personne se rend compte. Demain, je vais avoir ma fille en robe de mariée sous... Ah, Tu vas m'amener à la roupa. Voilà, je vais l'amener sous le dénuptial. Sous le C'est un quoi? truc... le dénuptial, la roupa. Le dénuptial. Oui, bah, apprenez le français, c'est tout. Hein. Alors donc, sous la roupa. Fabrice est arrivé en Israël il y a 15 ans. Il est juif pratiquant et il est ravi que sa fille soit très bien intégrée. Mais il était un peu déstabilisé en découvrant le futur mari orthodoxe de Lior. On n'est pas dans ce monde-là, quoi, et on ne connaissait pas. Et il y a eu un petit choc culturel, mais fort sympathique, parce que ce qui est important dans les rencontres humaines, c'est le sourire. Demain, Lior quittera définitivement le nid familial. Je pense que je vais avoir un nœud dans la gorge. Ouais. De Madeleine. On essuie. On change de sujet? On change de sujet. Ça va être dur, hein, demain. Ah, commence pas. Hein. Voilà. Bon. C'est le grand jour. Il est 6 h du matin et Lior se prépare déjà. Ah, si seulement je pouvais me coiffer en dormant. Lior a rencontré son futur mari il y a 3 mois. Ils ne se sont jamais touchés, même pas tenu la main. J'ai envie que le temps il passe et que je le vois déjà. Pouvoir lui faire un câlin, comme ça, juste un câlin, lui tenir la main. Dis-nous si tu n'arrives pas à respirer. Je ne suis pas censée pouvoir respirer. Lior a choisi un mariage très religieux, mais ça ne l'empêche pas de rester coquette. C'est trop serré. J'ai relâché un peu. Ça va là? Non, mes seins débordent. On n'est pas responsable de la taille de tes seins. Pas de décolleté, pas de jambes nues et encore moins d'épaules découvertes. Chez les orthodoxes, même modernes comme Lior, les femmes doivent se couvrir. Le mariage a lieu dans un vignoble à côté de Jérusalem. Magnifique, Lily. Qu'est-ce qu'elle est belle! Exactement comme son père, n'est-ce pas? Tout pareil! Le marié tant désiré, c'est lui, Nathan. Il est beaucoup plus religieux que la famille de Lior. Le rabbin
l'emmène vite se cacher. Bonjour. Il doit éviter à tout prix de croiser Lior. On ne s'est pas vu ni parlé depuis une semaine. Comme ça, les émotions seront très intenses. On aura l'impression de se voir pour la première fois. Je pense que ça vaut vraiment le coup. Dans ce mariage juif, entre la maman de Lior en tenue glamour et la belle-mère orthodoxe vêtue de noir et tête couverte, ce sont deux mondes qui s'entrechoquent. Le fait qu'elle soit devenue plus religieuse qu'avant, qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que c'est un peu inévitable qu'on vit ici. Je sais pas. Moi, voilà, vous voyez, je suis pas trop... C'est toujours pareil. Si elle est heureuse et si elle le fait parce qu'elle a envie de le faire, parce qu'elle a trouvé sa voie comme ça, alors moi, je suis d'accord. Je veux juste pas qu'à un moment, elle se perde et qu'elle s'aperçoive qu'elle l'a fait pour son khatan et que ça lui correspond pas. Pendant que les femmes prient, Il n'y a pas besoin de femmes ici. les hommes, eux, signent la ketouba, le contrat de mariage. À table, il y a le père de Lior, Nathan, le futur mari, et le rabbin. Lior n'est pas convié à la signature du document qui scelle son avenir. C'est en hébreu, de toute façon, je comprends rien. Ici, le père donne sa fille à un autre. C'est une affaire d'homme. Regardez pour la photo. Allez, c'est maintenant, là, c'est maintenant, je veux entendre. Je vous entends pas, là, faites du bruit. Tu lui apportes ou pas? Toi, tu lui apportes pas? Après tant d'attentes, Lior et Nathan se voient enfin. Devant toute leur famille, la rencontre des fiancés est timide, presque gênée. Nathan dissimule sa future épouse sous un voile. Lior tremble d'émotion. Fabrice emmène sa fille sous la roupa. Le dé nuptial représente le foyer que les époux vont construire ensemble. Nous sommes enfin tous réunis avec Nathan. Que Dieu te bénisse. Et Lior, en ce jour de grand bonheur. Pour symboliser l'intimité et l'harmonie du couple, il se recouvre du talit, le châle de prière. En me serrant la main, tu acceptes solennellement tous les engagements envers ta femme. Désormais, tu ne peux même pas sortir du pays sans son accord, et bien plus encore. Tout au long de la cérémonie, Lior ne dira pas un mot. Son seul symbole de consentement est d'accepter l'alliance. Tu m'es consacré par cet anneau selon la loi de Moïse et d'Israël. Pour rappeler la souffrance du peuple juif et la destruction du temple de Jérusalem, on brise un verre. Quoi, c'est tout là, elle est mariée? À la fin, pas de bisous. Lior, c'est tout, t'es mariée là? Elle est mariée. Allez, viens, chérie. Après tant d'attentes, Lior et Nathan se touchent pour la toute première fois. Et le premier baiser va avoir lieu sous l'œil du photographe. Pouvez-vous faire un bisou? Tiens-toi prêt, je vais devoir lui voler. Une excitation toute nouvelle, et Lior ne peut pas s'empêcher de toucher son mari. Quoi? Tu es beau. Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu es trop beau, je n'arrive pas à y croire. Elle est la chaleur que je veux retrouver chaque soir en rentrant. Et je ne pense pas que cela changera pour au moins 50 ans. Je vais me remettre à pleurer. On va danser, allez, c'est parti. Chez les juifs orthodoxes, la religion dicte les règles jusque sur la piste de danse. Ici, les hommes font la fête d'un côté et les femmes de l'autre. Elles sont cachées derrière un drap, car il est impudique qu'elles dansent devant d'autres hommes que leur mari. Et le petit frère de Lior se fait même rembarrer. Là, c'est les filles. Je m'en fous. Regardez, elle a les cheveux longs. Ah, papa. Au début, je trouvais ça un peu spécial que ma sœur se marie avec quelqu'un de très religieux. Je pensais que ça allait être quelque chose de très spécial, qu'il y a un choc en fait entre les deux familles. Mais en fait, comme on peut le voir, ça se passe super bien. On s'amuse, on fait la fête.
parce que, en fait, on fait tous la fête de la même manière. Les jeunes mariés ne danseront pas ensemble. Pourtant, Nathan meurt d'envie de voir sa nouvelle épouse. Le couple flirte avec l'interdit, en se volant même un baiser à la frontière entre l'univers des hommes et celui des femmes. Mais avant de se marier, il faut d'abord trouver l'âme sœur. Et en Israël, ce n'est pas toujours romantique. Ici, la plupart des jeunes se rencontrent pendant le service militaire. Dans le désert, entre la bande de Gaza et l'Égypte, Noah, 19 ans, va partir en patrouille. Attention! Armé de grenades et de fusils d'assaut. C'est lourd, mais ça va. Israël est le seul pays où l'armée est obligatoire pour les femmes. Il fait un peu chaud. Il fait 45 degrés dans le désert du Sinaï. Mais ce n'est pas le plus grand danger. Des groupes affiliés à Daesh sont très actifs juste derrière la frontière égyptienne. Il y a eu des affrontements il y a 2 mois et j'étais sur le terrain. J'ai eu peur, bien sûr, mais ça fait partie du job. J'aurais pu servir l'armée en étant secrétaire ou même me faire réformer. Mais je voulais servir une grande cause et j'ai choisi de faire ce sacrifice. Le bataillon d'infanterie Caracal est la première unité combattante mixte, créée en 2000. Il en existe aujourd'hui 4. Ici, garçons et filles se battent côte à côte et se détendent ensemble. Ezra, c'est ton tour. Sur la base, l'ambiance ressemble plus à un campus universitaire qu'à l'une des armées les plus entraînées au monde. Vas-y, donne-moi une glace. Dans le baraquement des filles, le confort est spartiate. Les lits sont confortables ici ? Ouais. Dans les cuisines, les jeunes en oublient presque qu'ils sont soldats et poussent même la chansonnette. Si c'était The Voice, je me serais retourné. À genoux, en position. Dans cette unité, entre exercice de tir et tour de garde, Je monte. On se relaie toutes les 4 heures. longue attente et entretien des armes, ces jeunes passent 3 ans de leur vie ensemble. Et pour eux, la mixité est parfaitement normale. Ce n'est pas si incroyable. En fait, la seule contrainte pour moi, c'est que je ne peux pas aller me doucher tout nu. Je suis obligé de mettre une serviette. C'est la seule différence avec les unités non mixtes. Et je suis prêt à faire ce sacrifice. Les filles ont un point de vue un peu différent. Honnêtement, on livre 2 batailles. On doit faire nos preuves en tant que soldats et en plus en tant que femmes combattantes. C'est beaucoup. Sur la base, la proximité entre hommes et femmes n'est pas officiellement encouragée. Pourtant, entre les baraquements, les soldats ont tout le temps de flirter. Vous êtes ensemble ? Non, mais elle aimerait bien. Non, il aimerait bien. Peut-être que vous aimeriez bien tous les deux ? Non, il sait. Le quartier des filles doit rester officiellement bien séparé de celui des garçons. Filles, on peut entrer? Non, vous ne pouvez pas entrer. Ils sont nus ? Oui, parce qu'ils se changent là. Sur le papier, l'armée interdit les relations physiques entre soldats. Tout au long du tournage, nous avons été chaperonnés de très près par cette soldate du service de communication
qui nous a formellement interdit d'aborder ce sujet. Pourtant, l'armée est connue pour être le lieu de rencontre en Israël. Les jeunes signent un contrat de confidentialité de 5 ans avec l'armée, qui leur interdit de raconter leur expérience. À Tel Aviv, nous avons rencontré 2 anciens soldats qui n'y sont plus soumis. 2, 3, 4. Oh non, j'ai perdu. C'était une bonne partie. Nevo était dans l'unité des relations internationales. Yuval, lui, a servi dans les forces spéciales, puis dans une brigade mixte. Et pour eux, l'armée, c'est aussi des histoires de conquête, amoureuses. Quand on s'engage dans une unité mixte, il y a trop de choix. C'est buffet à volonté. J'ai rencontré cette fille pendant un exercice et on a passé un bon moment. Et puis tout d'un coup, dans ma base à Tel Aviv, une autre fille m'a demandé de sortir avec elle. Et j'ai dit oui. Et j'ai fréquenté les deux en même temps. En plus, elles avaient le même prénom et elles se ressemblaient. Et elles avaient des amis en commun qui se connaissaient bien. Donc bon, je me suis vraiment embarqué dans un plan un peu risqué. Ça va. Au début d'une relation, tu peux voir plusieurs personnes à la fois. N'est-ce pas? Oui, c'est pas grave. À 20 ans, enfermés sur une base pendant des mois, les soldats pensent surtout à une chose. Quel remontada. Retournement de situation. J'étais dans une unité où il y avait beaucoup de soldats gays. J'avais un ami, quand on était en pause, qu'on ne travaillait pas, il utilisait notre dortoir pour amener des garçons et coucher avec eux. Pendant son service militaire, Nevo a trouvé bien plus qu'un coup d'un soir. Oh my God! Avec mon petit ami actuel, on a passé énormément de temps ensemble à l'armée. C'est parce qu'on a servi dans la même unité qu'on est toujours en couple. C'est l'endroit où on se met en couple. Le boulot et l'armée, c'est là que les gens trouvent leur partenaire. Si l'armée refuse de parler de sexe, elle serait néanmoins la plus grande marieuse d'Israël. Elle en tire même une certaine fierté et publie sur les réseaux sociaux les demandes en mariage entre soldats. Plus de la moitié des Israéliens se marient avant 25 ans. Et s'ils ne trouvent pas l'âme sœur sur le champ de bataille, les jeunes se rencontrent comme tout le monde, en sortant le soir. Tel Aviv est la capitale nationale de la fête et un paradis de la communauté gay. C'est la ville la plus libérale d'Israël et les jeunes de Tel Aviv aiment papillonner. Ici, 84% des hommes et 71% des femmes sont célibataires. Vendredi soir, les Israéliens les moins religieux sont tous de sortie. Les terrasses sont bondées et l'ambiance détendue. Mini-jupe et rouge à lèvres, les filles se font belles pour draguer en boîte. La femme israélienne est vraiment sexy et féminine. Elles aiment plaire et prendre soin d'elles. Yuval, Noy et Ren ont 24 ans. Elles ont fini l'armée et sont étudiantes. Toutes les trois sont célibataires, alors tout est possible. Le week-end, elles sortent dans les clubs branchés. À peine quelques minutes sur la piste de danse, et Yuval se fait aborder par un jeune homme plutôt entreprenant. Si une fille sort en boîte avec un t-shirt aguicheur... Aguicheur? Oui, avec un joli décolleté, quoi. Ah, ok. Eh bien, si elle est sexy comme ça, elle sait que les garçons vont la draguer. C'est prouvé. Et puis si une fille comme toi vient me voir avec un sourire pareil, alors je suis sûr que je vais tomber sous le charme. Je serai là, waouh, elle est trop belle. Elle essaie de lui faire comprendre que sa technique de drague est un peu trop lourde. Je vais arrêter cette discussion, je crois. Pour toi, c'est quoi la différence entre un mec et une fille qui drague? La différence entre un garçon et une fille? Oui, c'est quoi? Bah, c'est évident, le mec sera plus agressif. Exactement. Merci beaucoup, j'avais raison.
Mais c'est parce que c'est plus facile pour vous. C'est pas facile pour nous. Tu peux faire en sorte que ça soit facile. Comment tu t'appelles? Yuval. Si je n'essaie pas d'attirer son attention, elle n'en aura rien à faire de moi. Je suis obligé d'essayer de la faire rire. Les filles ont l'habitude de l'approche directe des garçons. Elles ont aussi l'habitude de s'en débarrasser rapidement. Les garçons osent tout, et Noy a une explication plutôt étonnante à cette attitude. Les mamans ici cajolent plus les garçons. Les petites filles sont plutôt le bras droit des mères. Les hommes sont comme des enfants. Ils cherchent toujours les limites. C'est à nous d'être un peu les adultes et de dire stop. Là, ça va trop loin. Je ne suis pas intéressée. Dégage. C'est comme ça que je le vois en tout cas. Pense-y, nos oncles, nos frères, nos amis, ils ont tous été élevés de cette façon. Le garçon est le roi de la maison. Les hommes et les femmes sont élevés tellement différemment qu'ils ont du mal à se comprendre. Alors pas facile pour les filles de flirter. Le samedi à la plage, les jeunes de Tel Aviv passent la journée à bronzer, draguer, faire de la musculation et à jouer au matkot, le sport de plage israélien. Yuval, Noy et Ren se mettent à l'eau comme elles sortent en boîte, maquillées et apprêtées. Ici, la drague est directe et sans tabou, mais le sexe, c'est une toute autre histoire. Santé les filles. L'intimité, le sexe, ça se passe comment à Tel Aviv? Moi, je ne fais pas ça. Qu'est-ce que vous voulez dire? Les filles sont un peu mal à l'aise. En Israël, on a encore cet a priori que si une fille baise avec un mec, eh bien, c'est une pute ou une salope. Mais quand un garçon le fait, c'est différent. Alors qu'on est en 2021 et qu'on est censé être plus ouvert. Je ne suis pas du tout d'accord avec toi. C'est parce qu'on aime les relations et l'engagement. On n'aime pas les coups d'un soir. Tes amis aiment les coups d'un soir? Aucun des miens n'aime ça. Bien sûr, moi je suis pareil, mais je me fais tout le temps juger. Encore l'autre jour, je parlais avec un copain et je racontais que je suis sortie et un mec m'a embrassée, puis un autre. Et mon pote était là, « Ah, t'es une fille facile !» Pourquoi? Parce que 2 garçons l'ont embrassé? Et lui, si 3 filles l'avaient embrassé, est-ce que j'aurais dit quelque chose? Non. Et tout ça parce que c'est un mec et qu'il a une bite? C'est pour ça qu'il peut faire ça? Ça m'énerve tellement, je suis saoulée. La colère de Yuval face au conservatisme de son ami est à l'image de la fracture de son pays. Entre ces deux mondes, les femmes ont du mal à trouver leur place. En Israël, la religion est si présente qu'elle influe sur l'égalité homme-femme. 6 heures du matin à Jérusalem, au cœur de la vieille ville, un groupe de femmes s'est donné rendez-vous. Elles se font appeler les femmes du mur. Je tremble parce qu'il fait froid, pas parce que j'ai peur. Yori est juive pratiquante. Aujourd'hui, elle prépare une mission risquée. Ça, c'est le livre sacré, une Torah vieille de 200 ans. On n'a pas le droit de la porter au mur des lamentations, donc on doit la faire entrer clandestinement. On nous fait ouvrir nos sacs, on nous fouille au corps pour vérifier qu'on ne cache pas la Torah sous nos vêtements. Quand j'étais enceinte, ils palpaient même mon gros ventre. Ces femmes se battent contre l'interdiction qui leur est faite, contrairement aux hommes, de lire les textes sacrés et de prier à haute voix. Gilad Kariv, un député travailliste, va les épauler dans leur mission. Ce n'est vraiment pas croyable qu'on doive utiliser mon immunité parlementaire pour permettre à des femmes en Israël de prier comme elles le souhaitent. Cette opération se déroule au cœur d'un lieu sacré. Ouvrez vos sacs, mesdames. Le mur des lamentations est sous haute sécurité. Bonjour, bonjour. C'est un vestige du temple de Salomon. Pour les Juifs, c'est le lieu le plus saint au monde. La prière n'y est pas mixte. La zone réservée aux hommes, à gauche, fait le double de celle des femmes.
Ici, elles n'ont pas le droit de lire la Torah. Alors elles montent sur de petits bancs pour observer de l'autre côté. Nous allons commencer la prière du matin, page 6. Merci à vous toutes d'être venues. Les femmes du mur portent des attributs religieux exclusivement masculins. La kippa sur la tête, sur les épaules, le châle de prière appelé talit, et les téphilines, ces boîtiers noirs contenant des pages bibliques. Contrairement aux hommes, elles n'ont pas le droit de prier à voix haute. En bravant cet interdit, elles déclenchent la colère de la foule. À chaque fois qu'on prie à haute voix, elles hurlent. Elles ne veulent pas entendre nos voix féminines en train de prier. Yori est déterminée à aller encore plus loin. On va apporter la Torah ici. On va aller la chercher auprès du député. Allons-y. Elle traverse la place centrale jusqu'à l'entrée des hommes et se fait instantanément huer. La tension monte. Attention, ils vont essayer de te l'arracher. Impossible de récupérer le livre sacré. Le député Yori tente tout de même de le rapporter du côté des femmes, sous les insultes de la foule. Vous n'avez pas votre place ici. Honte à vous, dégagez. Si vous n'accomplissez pas votre devoir, je vous convoquerai au Parlement pour vous expliquer. Honte à vous! On nous empêche d'apporter la Torah du côté des femmes. Des filles ont même formé une barrière. Ils feront tout ce qui est physiquement en leur pouvoir pour nous empêcher de lire la Torah. Ferme ta gueule! Filme pas! Filme pas ou je t'en mets une! Les femmes les plus virulentes sont très jeunes. Yori essaye de leur parler. Qu'est-ce que ça peut vous faire que les femmes lisent la Torah? Ce sont les lois écrites dans la Torah que vous voulez lire justement. Il est strictement interdit à une femme de lire le texte sacré. C'est comme ça. Qu'est-ce que tu penses qui va se passer? Rien. Le ciel va rester en place, il n'y aura pas de tremblement de terre, je vous le jure. Ce sera magnifique. Les femmes vont lire la Torah et c'est tout. La sécurité les entoure pour éviter que la situation ne dégénère. Leur rôle est de les protéger. Pourtant, en filmant, nous nous apercevons que certains agents tiennent des propos choquants. Ils parlent français entre eux pour ne pas être compris. Pourquoi ils jettent pas des trucs? Chaque mois, depuis 32 ans, les femmes du mur sont seules dans leur combat. Nous avons de l'espoir qu'un jour ce barrage de sécurité n'existe plus et que les femmes puissent lire la Torah dignement. Au pied du mur des lamentations, le combat de ces religieuses féministes n'est pas près d'être gagné. À 70 km de Jérusalem, en Cisjordanie, nous traversons une terre morcelée. Entre territoires sous contrôle palestinien, zone annexée par Israël et colonies, la vallée du Jourdain est au cœur du conflit israélo-palestinien. Dans cette région, démographie et natalité sont des enjeux géopolitiques. C'est ici que sont installées une soixantaine de familles, dans le petit village de Yafit. Entourée de barbelés, gardée 24 heures sur 24, c'est une petite colonie israélienne. Cécile et Jonathan y vivent avec leurs 4 enfants. Jonathan est né ici. Ce sont ses parents, français d'origine, qui ont fondé ce village où ils cultivent des dattes. La femelle, c'est mamage comme une femme. En fait, elle est protectrice, triste, donc il y a beaucoup plus d'épines. Elle est un peu plus épaisse. C'est pour protéger en fait, les bébés. Et le mâle, il sort vraiment comme un poteau d'électricité très droit. Il met ses petites branches, il donne ce qu'il a donné et c'est tout. Il n'est pas utile. Il y a 40 ans, ils se sont installés dans cette région. Chaque famille, à travers chaque génération et chaque enfant, participe à l'enracinement de cette colonie. Jonathan perpétue cet héritage.
T'es une bonne maman? Baruch Hashem, ouais. Moi, je donne ma vie avec les yeux fermés. Waouh, Jonathan, tu vas me faire pleurer là. Mais c'est vrai, tout ce qui est à moi est à elle, tout ce qui est à elle est à elle. J'ai rien. J'ai rien. C'est comme ça. Alors, on y va. En été, la vallée du Jourdain se transforme en véritable fournaise. Aujourd'hui, il fait 45 degrés. C'est une grande sortie familiale. Alors Cécile emmène les enfants se rafraîchir et pique-niquer dans un centre de loisirs. Faites attention les voitures. Comme toujours, elle est entourée de ses parents et de sa belle-mère. Oh, il est beau ton maillot, Josie. Mais si, maman. Il est nouveau, tu vas de l'acheter, non? La dernière fois. Ah ouais? Non, t'es très belle comme ça. Ouais. Ils vont passer la journée dans ce parc aquatique. Toutes les familles alentour y fuient la chaleur. Ici, juifs orthodoxes, musulmans et jeunes en bikini barbotent tous ensemble. Ouais! Qui c'est qui va aller dans l'eau? Elle est super froide. Hein. Ah bon? Ben c'est très bien, ça va nous rafraîchir. Pour rafraîchir, ça rafraîchit. Hein. Les enfants jouent partout. En Israël, la politique nataliste se reflète jusque dans les infrastructures. Il y a beaucoup de parcs d'attractions, il y a beaucoup d'endroits de loisirs, d'activités. En fait, tout est vraiment créé dans ce pays pour amener des enfants. Avec 4 enfants en bas âge, Cécile, la maman, je lui mets les sandales, c'est pas grave. Ça fait super mal. Et Josie, la grand-mère, veillent au grain. Fais gaffe de ne pas glisser parce que là, je te dis pas. Assieds-toi. Elle est bonne. Le mythe de la mère juive, de la maman juive, qui s'inquiète toujours pour ses enfants, oui, ça existe. Oui, je suis là. Hier, qu'est-ce qui s'est passé hier? Mon fils va avoir 41 ans. Ah ouais, ça c'est sûr, ça. Le cordon, il n'est pas coupé. Voilà, j'allais le dire, je te promets, Josie. Attends, et qu'est-ce qui s'est passé hier? Cécile et Josie rigolent, mais leur rôle de maman est essentiel aux yeux du pays. Est-ce qu'il y a une politique en Israël de faire des enfants aussi? Oui, c'est demandé. Oui, disons que c'est demandé. Bien sûr que c'est important que les Israéliens fassent des enfants, mais c'est vrai qu'il y a une très grande concurrence en Israël entre l'arabe et le juif. Que si le peuple juif ne se réveille pas maintenant, il sera débordé par le peuple arabe qui habite ici en Israël, ce qu'on appelle arabe israélien. L'État d'Israël mise tout sur les familles nombreuses. Et quand les choses sont plus compliquées que prévu pour avoir des enfants, certains n'hésitent pas à demander un peu d'aide. À Tel Aviv, dans une clinique discrète, unique en son genre en Israël et à l'abri des regards, Ronit Aloni est un docteur aux méthodes peu orthodoxes. Tout est construit autour du pénis. Et il doit être en érection tout le temps. Cette médecin sexologue aide chaque année plus de 200 personnes en détresse sexuelle. Les rabbins m'envoient des patients. Être capable d'avoir des enfants dans la communauté orthodoxe, c'est incroyable, comme c'est important pour eux. Donc ils feront tout ce qui est possible pour y arriver. Dans cette thérapie de la dernière chance, le traitement est radical. Dans la pièce d'à côté, Sérafina et Alex ont la cinquantaine. Ils sont coachs sexuels. Alex va jouer le rôle du patient pour que Sérafina nous montre ses techniques surprenantes. S'il vous plaît, ne pas déranger. Un coach sexuel remplace littéralement le partenaire amoureux et sexuel des patients. Tu peux t'asseoir plus près de moi? Si tu insistes. Ça va si je fais ça? Tu es sûr? Son rôle est d'apprendre aux patients tous les codes, les gestes dans l'intimité. C'est comme ça que je lui fais oublier ses peurs, en le forçant à se concentrer sur les sensations pour qu'il oublie ses craintes. Car ce qu'il pense là, c'est « Oh mon Dieu, elle est beaucoup trop proche de moi. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que j'ai une érection? Oui, non. »
Je vais te dire un secret. Tu vas partir en voyage le long des frontières. La frontière est entre mon t-shirt et mon pantalon. C'est là, tu vois? Tu sens ma peau? Tu caresses très bien. Le remède est sensuel. Le patient doit aussi apprendre le plaisir. Mais il est bien en thérapie et la sexologue veille. Ce n'est pas fait pour s'amuser. Le but, c'est la thérapie. Donc vous faites ce que je vous dis, pas ce que vous voulez ou ce que le coach sexuel veut. Vous faites ce que je dis et vous apprenez petit à petit. Dans ce processus de guérison, chaque étape est abordée. D'apprendre à mettre la bonne ambiance, à savoir embrasser. Tu fais comme ça. Pas comme un gros bisou de grand-mère. À déshabiller sa partenaire. Ok, tu commences à le soulever. Et si je ne résiste pas, hop, il est parti. Il faut le tordre comme ça. Jusqu'au dégrafage de soutien-gorge. On va le faire ensemble. C'est très facile. Et hop, c'est ouvert. Tu t'entraîneras à la maison. Des 15 coachs de la clinique, Serafina est la plus expérimentée. Des soldats blessés au blocage sexuel, elle traite les cas les plus extrêmes. L'un de mes patients avait 3 filles et personne n'avait jamais touché son pénis. Jamais. Donc pendant sa thérapie, il ne savait pas ce que ça faisait d'être touché par quelqu'un. Sa femme ne l'avait jamais caressé et ils avaient 3 enfants. C'était fou. Je ne sais pas comment il faisait. Il était si déconnecté de lui-même qu'il ne sentait même pas s'il avait une érection ou pas. Il devait se toucher pour voir s'il avait une érection. La thérapie dure 6 mois, coûte 10 000 € et est même remboursée dans certains cas. Le plus souvent, le point d'orgue de ce traitement inhabituel reste la pénétration. C'est lui qui pénètre, mais il faut que je sois au-dessus. Et puis je m'insère très doucement. Une fois qu'il est à l'intérieur de moi, je ne bouge pas du tout. Puis je ressors et c'est tout. En Israël, ce n'est pas considéré comme de la prostitution. C'est légal depuis 1991. Si cette pratique est acceptée, c'est parce que la politique nataliste est encouragée par tous les moyens. Des primes à la naissance, aux allocations familiales, la procréation médicalement assistée y est même accessible à tous, y compris aux couples gays. Avoir des enfants en Israël, c'est facile. Mais dans ce pays plein de contradictions, se marier, c'est une toute autre histoire. À Ashdod, près de Tel Aviv, Ron et Violetta sont en couple depuis 10 ans. Aujourd'hui, ils se marient en grande pompe. 1, 2, 3, on casse. Et pourtant, tout cela n'a aucune valeur légale. Santé. Ron et Violetta sont nés en Israël. Ils ont fait l'armée et se considèrent juifs. Mais leurs parents, d'origine russe, n'ont pas pu prouver officiellement leur judéité. Le mariage religieux leur est donc interdit. Et en Israël, il n'y a pas de mariage civil. Ce système est complètement dépassé et archaïque. Le problème, c'est qu'on n'a pas de séparation de l'État et de l'Église comme en France. Le lendemain, à 5 h du matin à l'aéroport de Tel Aviv, le réveil est bien moins glamour pour les deux tourtereaux. Pas trop fatigué? Non, ça va. Nous allons nous marier encore une fois. C'est comme une nouvelle aventure. Pour s'unir légalement, Ron et Violetta ont une solution. Se marier civilement à l'étranger. À seulement 300 km d'Israël, Chypre. Bord de mer et palmiers, le cadre est idyllique. Aujourd'hui, je vais passer d'une cérémonie à l'autre. Katerina est wedding planeuse. Sa spécialité, les mariages d'Israéliens. Elle en organise plus d'une centaine chaque année, des unions en petits comités et clés en main. 1, 2,
3, on jette les pétales. Encore. En Israël, les mariages interreligieux ou de personnes athées sont impossibles, tout comme l'union des couples gays. Alors Chypre récupère ses cœurs éconduits. Chypre, c'est vraiment l'île de l'amour. Pour se marier rapidement, Ron et Violetta ont fait appel à Katerina. Bonjour les amoureux, comment allez-vous? Ça va. Le couple paie 1 500 € pour ce mariage civil à l'étranger, qui est pourtant reconnu en Israël. Direction un petit bureau de la mairie de Limassol. Bon, Ron, quel métier faites-vous? Je suis programmateur, enfin ingénieur informatique. Ingénieur informatique. À Chypre, pas besoin d'être résident pour se marier. Dans quel hôtel êtes-vous? Au Royal Colonial. Ici, aucun romantisme, mais une mécanique bien huilée. C'est très commun car il n'y a pas de mariage civil en Israël. Et puis Chypre, c'est tout proche. C'est pour ça qu'ils voyagent jusqu'ici. Ils se marient officiellement, puis rentrent en Israël. C'est ici que vous allez vous marier aujourd'hui. Comme Ron et Violetta, 20 000 Israéliens se marient en dehors de leur pays chaque année. Ron et Violetta, consentez-vous mutuellement et officiellement en présence des personnes qui sont ici aujourd'hui à devenir légalement mari et femme. Ron et Violetta sont obligés de se marier à plus de 300 km de chez eux, loin de leur famille et de leur pays. Les larmes montent. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ils sont enfin légalement mari et femme. On a de la chance, au final on s'est mariés 2 fois. C'était très beau. Je pourrais même le faire une 3e fois. Avec moi? Bien sûr. Comme eux, les enfants de Ron et Violetta ne seront pas considérés comme juifs et ne pourront pas se marier dans leur pays, à moins que la loi ne change. À Jérusalem, nous retrouvons Lior et Nathan. On sera 4 avec ma grand-mère et mon père. 1 mois après leur mariage, c'est la découverte du quotidien. Qu'est-ce que ça fait de vivre ensemble? C'est pratique. Il est grand. Et encore, c'est moi qui monte. Non, c'est cool. On rentre à la maison, il y a quelqu'un qui nous attend, on partage. C'est chez nous, quoi. Ça y est. On a attendu et on profite maintenant. Dans leur appartement de jeunes mariés, la déco est romantique et le frigo couvert de photos de mariage. Mais depuis, Lior a un peu changé de look. Avec et sans cheveux. En plus, là, j'ai des extensions, c'est pas les miens. Donc, ils sont encore plus beaux. Et c'est ton choix de te couvrir les cheveux? Ouais. Lui, il préfère que je me couvre les cheveux. Mais si je l'aurais pas fait ou si j'aurais mis juste un bandeau, ça l'aurait pas dérangé. N'est-ce pas? La religion prend toujours plus de place dans sa vie. Chez nous, la tradition dit qu'il faut se couvrir la tête. Il y a différentes manières de le faire, c'est vrai. Et puis en plus, elle aime ça, et je trouve que ça lui va très bien. Ça me plaît. C'est beau, mais ça tombe. Ça tombe. Ah, ça tombe. Les ultra-religieuses portent en général une perruque. Et les plus modernes, comme Lior, choisissent plutôt un simple bandeau ou un foulard. C'est symbolique que la beauté des cheveux, elle reste pour le mari. Mais c'est une galère. Moi, j'ai l'habitude le matin, je me lisse les cheveux, je sors et voilà quoi. Il faut apprendre à comment fermer, qu'est-ce qui te va pas, ce qui est joli, ce qui tient, ce qui est confortable, ce qui est pas confortable. Avant leur mariage, Lior et Nathan ne s'étaient jamais touchés. Il faut que tu la tiennes par le bas, pour ne pas qu'elle se froisse. Comment tu veux qu'elle se froisse, là? Dans leur vie d'époux, cette interdiction est levée, enfin presque. Pendant les règles, la femme est considérée impure. Mais c'est pas qu'on peut se toucher tout le temps. On a la moitié du mois, on n'a pas le droit on dort pas ensemble. Même de lui passer un verre, je peux pas, je dois lui poser le verre. Et lui, il le prend, on peut pas se... C'est galère. Donc ça fait que la moitié du mois, on doit
forcément plus parler. Donc c'est beau en fait, c'est galère, c'est chiant, t'attends, c'est compliqué, t'as pas envie, t'as une journée, t'as une sale journée au travail, tu rentres, t'as envie d'un câlin, t'as envie de dormir comme ça, non tu peux pas. Donc des fois mais ça vaut le coup. La période où ils peuvent se toucher coïncide avec les jours où la femme est fertile. Le reste du temps, en fait, c'est un lit double. Ils ont une technique pour rester séparés. Que c'est 2 matelas et 2 sommiers. Que là, ils sont accrochés parce qu'on dort ensemble. Et après, on décroche et on sépare les lits. Il faut qu'il y ait 1 mètre entre chaque lit. Comme ça, même si je lance la main, j'arrive pas chez lui. Si le jeune couple est si discipliné, c'est que pour eux, l'enjeu est énorme. Ils essaient d'avoir un enfant. Dans l'idée, plus tu fais bien les 2 semaines que tu touches pas et tu fais attention et tout, plus nos enfants ils sortiront mieux, plus intelligents, plus spirituellement quoi, plein de trucs comme ça. Donc vraiment on fait attention, Des enfants plus intelligents, plus spirituels, des croyances anciennes qui frôlent la superstition. Ces traditions millénaires s'entrechoquent constamment avec la vie pourtant moderne des jeunes. Un grand écart permanent entre mariage religieux et mariage civil, liberté sexuelle et conservatisme. La bataille stratégique et idéologique se joue jusque dans les lits et les cœurs des Israéliens.